Salut et bienvenue sur Optimum Live. Le principe, c'est une émission à la cool où j'échange avec des experts dans leur domaine. L'idée, c'est qu'avec eux, j'apprenne et en nous écoutant, tu apprennes en passant un beau moment. Aujourd'hui, mon invité, c'est Mathilde Schmitt. Moi, je la connais sur Insta et je la suis depuis un petit moment. Je la laisserai se présenter et je sais qu'on a pas mal de points communs, pas mal de choses en commun sur la vision du sport et du changement. Ce sera sans doute un de nos petits sujets d'accroche. Salut Mathilde et bienvenue. Salut Mathieu, merci beaucoup pour ton invitation, ça fait super plaisir. Eh ben, plaisir partagé. Merci d'avoir accepté de venir. Si tu te présentais, pardon, en quelques mots. Alors moi c'est Mathilde, donc à l'heure actuelle j'exerce en tant que coach en nutrition et sportive en ligne et on va dire que avant tout je suis une grande passionnée, une grande passionnée par les milieux dans lesquels j'exerce euh, et ensuite finalement par la pratique du coaching et notamment par l'aspect humain dans le coaching. Et on va dire que au fur et à mesure, donc j'exerce depuis 2 ans, au fur et à mesure du temps, et je pense que c'est susceptible d'évoluer encore et encore, ma, ma mission, si on peut dire, à travers le coaching, à travers ma pratique, à travers mes partages plus globalement sur différentes plateformes, c'est relativement raffiné, dans le sens où aujourd'hui, j'aspire vraiment à aider des personnes à devenir autonomes, indépendantes dans leur alimentation, leur pratique sportive, se sentir plus confiantes en fait, développer des connaissances et des compétences qui leur permettent de devenir confiantes dans leur alimentation, quel que soit leur objectif entre guillemets, dans le sens je suis pas apte à aider tout le monde je pense et c'est pas le but, mais en tout cas pour un individu lambda entre guillemets qui aimerait mettre en place certains changements productifs pour sa santé, on va dire, pour améliorer sa santé de manière relativement globale et notamment en passant par la case nutrition et pratique sportive. Euh, Mon but, c'est d'essayer de les accompagner d'une manière qui leur permette d'apprendre à le faire de par eux-mêmes, en fait, grosso modo. Super, c'est top. Je suis, je pense que c'est indissociable de mêler un peu de nutrition avec l'entraînement pour le développement personnel, plus le côté mindset sur mon côté coaching pro. Euh, je sais que j'adhère beaucoup avec tes publications et ta vision. Ce que j'aime beaucoup, ce que tu viens de ramener là, c'est ce côté autonomie, éducation. C'est quelque chose que je retrouve pas tant que ça, on va dire chez les concurrents, je sais pas comment dire ça, chez les autres coachs, on est plutôt sur Mm. quelque chose d'un peu brutal, avec une seule vérité. Et je crois que quand on échange en privé, c'est un peu ce que je te ramène, ce Mm. côté nuance qu'on a en commun. Et, euh, Mm. et tu me disais tout à l'heure, avant qu'on lance l'enregistrement, que au fur et à mesure de tes coachings, de tes avancées, tu commençais à vraiment beaucoup plus identifier ce qu'on peut appeler dans les formations de coaching, ta couleur de coach, finalement, ta manière de voir. Tu veux nous en dire un peu plus? Totalement, totalement. Alors écoute, ça rejoint un petit peu finalement ce que j'ai dit dans ma présentation, dans le sens où quand j'ai commencé mon activité de coach il y a 2 ans et quelques semaines, il y a à peu près 2 ans, euh, je savais que je voulais aider les gens. Je savais que je voulais aider les gens. J'avais peut-être la croyance un petit peu réductrice et problématique, si on peut dire, et un petit peu illusoire finalement que j'étais capable d'aider tout le monde, ce qui n'est pas le cas. Probablement, ou pas forcément être capable, mais la volonté de, ce qui n'est pas le cas. Je pense que c'est pas le but. Le but, c'est pas de pouvoir accompagner certaines personnes, mais qu'après, il y a un spectre de compétences à respecter, que ce spectre de compétences peut s'élargir au fil du temps, mais qu'il est normal que on ne puisse pas aider tout le monde. Mais grosso modo, je me suis rendu compte que parmi les personnes que j'avais la possibilité d'aider et que j'avais envie d'aider et que je me sens compétente à aider, en fait, finalement, ce qui revenait souvent, c'était la notion euh, de développer leurs connaissances, de les aider à développer leurs connaissances et leurs compétences. Donc je distingue les deux dans le sens où pour moi les connaissances c'est plus théorique, si on peut dire, c'est des faits Mhm. que je connaîtrais, du moins que j'aurais euh, entendu, lu et qui serait finalement une connaissance, mais la compétence ça va au-delà de la connaissance dans le sens où c'est la mise en pratique de la connaissance en question et d'une manière finalement qui soit adaptée pour soi.
Et donc mon but en fait, c'est vraiment d'aider des individus à développer certaines connaissances, compétences au niveau de la nutrition, de l'entraînement et puis de manière plus générale finalement tout ce qui va toucher un peu à leur mode de vie. Donc on pourrait parler de sommeil, on pourrait parler du cycle menstruel pour les personnes menstruées et d'autres facteurs pour les aider finalement à devenir indépendants, autonomes sur le long terme entre guillemets dans leur alimentation, leurs pratiques sportives. Alors quand je dis autonome, parfois on va me dire, ça veut dire que j'aurais plus jamais besoin, tu vois, d'un suivi de ma vie, d'un suivi nutritionnel, d'un suivi sportif. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que globalement, finalement, du moins à mon sens, tu auras certaines capacités qui te permettront de la majorité du temps, pourraient te permettre du moins de naviguer ton alimentation, ta pratique sportive de manière relativement sereine, mais ça veut pas dire que tu ne pourrais pas bénéficier d'un accompagnement d'une certaine forme pour un objectif spécifique ou même pour finalement t'aider par exemple en termes d'adhésion, en termes de suivi, diverses raisons. Mais qu'en tout cas, tu ne te sentirais pas complètement perdu si tu n'avais personne derrière ton dos. Ouais, c'est super intéressant la nuance que tu ramènes. Donc je vise beaucoup l'autonomie des gens aussi. Et moi, je me suis beaucoup auto-formé autour du sport et enfin sur beaucoup de choses, sur l'organisation, sur la gestion du temps. Il y a que le coaching finalement où j'ai vraiment été formé par une certification. Euh, et en fait, je suis autonome. C'est pas pour ça que par moment, je vais pas aller me faire coacher. Il y a un an, je me suis fait coacher par un ami maintenant, Martin Meyers, où on a travaillé la souplesse, le handstand, parce que c'est une de ses spécialités. Et j'étais arrivé aux limites de mes connaissances. Et je me suis dit, tiens, et si je me faisais entraîner par quelqu'un qui a une autre vision de l'entraînement que moi, pour finalement compléter mon panel. Et je trouve que c'est intéressant, justement, parce que j'ai les bases, j'ai été chercher d'autres pratiques et j'ai retenu maintenant, j'ai changé un peu mes entraînements grâce à lui. Euh, et je suis devenu meilleur, mais j'avais ma base qui m'a permis de me construire ça. Donc c'est un peu ce que tu crées aussi avec tes clients finalement. Mmh. Totalement. Totalement, et je pense que c'est super important et c'est pas forcément évident en tant que coach de s'adapter à là où en est l'individu, à son point de départ en fait, dans le sens où personnellement je vais pouvoir suivre des personnes qui virtuellement ne connaissent rien, rien est un grand mot, hein, relativement exagéré, mais pas grand-chose en nutrition, qui vont par exemple ne pas savoir ce qu'est une protéine, qui vont ne pas savoir voilà, ce que sont des calories, et des personnes qui justement vont avoir beaucoup de connaissances. Par exemple, j'ai déjà suivi plusieurs fois des diététiciens, donc on pourrait se dire qu'ils ont objectivement bien plus de connaissances, peut-être autant que moi, voire plus à certains égards, euh, mais qui finalement prennent un suivi pour d'autres raisons que ce manque de connaissances. Tu vois, qu'il y a un aspect pratique. La pratique est différente de la connaissance. Encore une fois, pour revenir sur ce que je disais au début, euh, et que donc il peut y avoir des raisons qui amènent quelqu'un, quelle qu'elle soit, à se faire coacher, euh, si ce n'est pour une raison, par exemple, peut-être plus psychologique, du fait d'avoir un soutien, du fait de s'aider en termes d'adhésion. Par exemple, pour un programme sportif, certaines personnes vont rencontrer des difficultés en termes de motivation entre guillemets ou de d'adhésion pour un objectif spécifique qui pourrait leur rendre service d'une certaine manière. Et donc je pense que c'est important de d'élargir un petit peu sa vision de finalement pourquoi est-ce que je prends un coaching. Si je prends un coaching, c'est pas forcément que je suis que j'ai peu de connaissances, que j'ai tout à apprendre, mais que parfois ça va être une question de raffinement, ça va être une question de soutien plus psychologique, ça va être une question, sachant qu'on n'est pas des psychologues non plus, hein, donc ça c'est important de le dire, je pense, c'est pas notre rôle, mais que tout le monde en fait peut se faire coacher. Se faire coacher, que ce soit comme toi pour un objectif relativement spécifique au niveau sportif, que ce soit par rapport à l'alimentation, que ce soit un coaching de vie, enfin, quelle que soit la forme de coaching finalement, qui plus est un coaching qui pourrait être en lien directement avec notre pratique. Par exemple, euh, personnellement, j'ai déjà songé à me faire coacher donc pour la partie essentiellement musculation plutôt que la partie nutrition, même si je
pourquoi pas pour la partie nutrition. Et notamment par des coachs qui, je pense, m'apporteraient aussi en termes de connaissances davantage, me permettraient peut-être de sortir de ma zone de confort là où je sais que je pourrais potentiellement, ou du moins je pense que je pourrais potentiellement en bénéficier et que je rencontre des difficultés à le faire toute seule. Mais pour diverses raisons, je l'ai pas encore fait, tu vois. Mais je pense que finalement ça pourrait être bénéfique. Et pourtant, je suis coach, pourtant je pense avoir un panel de connaissances pas trop mauvais sur certains sujets. Mhm. Mais on peut toujours en apprendre. On peut toujours en apprendre si on est ouvert à l'apprentissage du moins. Et je trouve ça super chouette. Je trouve ça super chouette. Et tu vois, personnellement, quand j'ai coaché des personnes qui avaient relativement beaucoup de connaissances, en réalité, surtout au début de ma pratique, je me disais, mais qu'est-ce que je vais leur apporter? Qu'est-ce que je vais leur apporter à ces personnes? Pourquoi est-ce qu'elles font appel à moi, tu vois? Et finalement, en fait, j'ai pris conscience que, bah, oui, il y a sans doute des raisons pour lesquelles elles ont fait appel à moi. Et finalement, je trouve qu'il y a aussi, et quelle que soit la personne que l'on suit, mais vraiment une forme de co-création, tu vois, je leur apporte quelque chose et elles vont aussi m'apporter quelque chose en retour, diverses choses, euh, quelles que soient ses connaissances, quel que soit son point de départ. Et ça, je trouve ça génial. C'est vraiment pour moi une dynamique d'échange, en fait, une collaboration réellement. Et, euh, et on ne cesse d'en apprendre au sein du coaching lui-même, en fait. Ouais, complètement. Je suis entièrement d'accord avec toi. T'as pu répondre à la question de ces premiers clients? Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher chez toi? Alors, ce qui est souvent revenu pour ouais, la majorité des personnes, c'est l'aspect. Alors ça, c'est vraiment le terme qui revient à chaque fois. Je crois que je dois compter sur les doigts d'une main les personnes qui ne l'ont pas dit. C'est le terme bienveillance. Le terme bienveillance qui revient à chaque fois, que ce soit finalement en début de suivi, donc les personnes qui viennent me contacter et qui m'expliquent un petit peu pourquoi elles m'ont contacté, et a posteriori. Du coup, en fin de suivi, ce terme revient généralement, que c'est assez intéressant, et aussi la dynamique de flexibilité. Flexibilité et adaptation. Euh, je pense que les gens qui vont prendre un suivi avec moi, c'est des personnes qui connaissent mon approche, en fait, qui connaissent mon approche et qui savent à quoi s'attendre, qui savent que je vais pas leur donner un plan alimentaire à suivre à la lettre et que basta, il y aura le plan alimentaire, il y aura des macros, des calories et ce sera bon. Je pense qu'elles s'attendent à ce qu'il va y avoir de l'échange, à ce que je vais les questionner, à ce que je vais essayer finalement de les rendre autonomes et que si c'est pas ce qu'elles recherchent, je suis pas la personne adaptée pour les suivre. Parce que personnellement, mon but c'est pas de de donner un plan à quelqu'un et de la laisser partir bêtement entre guillemets après cela. Je dis pas que ça pourrait ne pas être adapté pour quelqu'un, mais c'est pas comme ça que j'ai envie de travailler. Et donc peut-être que ça peut être un petit peu égoïste de ma part, mais en tout cas, j'attire, je pense, des personnes qui sont vraiment désireuses d'apprendre. Tu vois, qui sont vraiment désireuses d'apprendre euh, et de prendre soin de leur santé, finalement, de manière générale. Tu vois, par exemple, je je suis à titre personnel intéressée par le milieu, on va dire, du bodybuilding, des compétitions. Alors, je sais pas si ça va parler à tous les auditeurs, aux auditeurs, mais c'est une pratique relativement extrême qui est loin de la dynamique santé. Personnellement, quand bien même c'est un sujet qui m'intéresse à titre personnel, je ne, du moins à l'heure actuelle, je ne voudrais pas coacher des personnes dans cette dynamique-là. Déjà, je pense qu'il y a bien plus compétent que moi par rapport à ça. Mais aussi, c'est quelque chose qui, j'ai pas envie de de savoir que je mettrais la santé des gens en péril. Et d'ailleurs, ça, c'est une grosse question et que je continue d'avoir, mais que j'avais d'autant plus à mes débuts. C'était le fait en fait, si quelqu'un me contacte, j'ai envie vraiment que mon suivi les aide à avancer, améliore leur qualité de vie et non, la rendre pire, en fait. Malheureusement, force est de constater que certaines personnes, mais je pense de nombreuses personnes, quand elles commencent un suivi nutritionnel, un suivi sportif, l'intention est souvent de faire du bien, mais que parfois, ça va avoir l'effet inverse, dans une plus ou moins grande mesure. Mais je pense que c'est relativement courant, et pour l'anecdote, la majorité des personnes que je suis à l'heure actuelle et que je suis finalement depuis mes débuts, c'est des gens qui ont généralement eu au moins un suivi, parfois deux, trois, quatre.
et qui toujours ont le même constat. Manque d'individualisation, manque de communication, manque d'adaptation, manque d'humanisme. Et en fait, inconsciemment, je pense que c'est ce à quoi j'essaye de pallier dans le milieu francophone. C'est pas quelque chose que j'ai calculé, dans le sens où j'ai envie de combler un fossé. En réalité, c'est quelque chose qui résonne réellement en moi. Tu vois, ça a toujours été comme ça, et, euh, et je pense que ça vient beaucoup de ma personnalité finalement, aussi de la façon dont j'ai envie d'aider les gens à vraiment prendre soin d'eux, tu vois. Euh, mais du coup, en fait, le fait de mettre en pratique au sein de mes coachings, de- finalement la pratique, a fait que je me suis rendu compte de tout ce que je suis en train de te dire. Ouais, c'est top, c'est top. Euh, je te rejoins pas mal sur tous ces points. Si, je voulais revenir, tu disais sur le tout le monde peut se faire coacher, je dirais même tout le monde devrait se faire coacher dans sa vie, parce que c'est pas grave en fait. C'est même très bien de se faire aider par quelqu'un. Mm, Il y a plein de raisons de se faire mm, coacher. mm. Il y a un terme que j'ai plus le terme en français, mais que j'avais pas pris conscience, c'est la notion d'accountability, redevabilité, quelque chose comme ça. L'idée, c'est ce que Ah tu oui. disais. J'ai mon coach, il doit me Mm, faire mes trucs, je dois les faire pour lui. Et parfois, certaines personnes ont besoin de ça pour commencer à mm, créer des habitudes saines et se mettre en action. Euh, le côté bienveillance que tu disais tout à l'heure, mm. je suis pas vraiment surpris d'entendre ça. Ça transpire dans tes publications, ça transpire dans les échanges, et c'est super. Je suis pas surpris non plus que tu récupères des clients qui ont souffert du travail en masse et en volume et en manque d'adaptabilité et d'humain. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui manque aujourd'hui. Déjà, le terme coach, comme j'ai eu ma formation de coach professionnel, j'avais pas compris ce que c'était. Et donc maintenant, je Mm. sais que effectivement, le coach, c'est un compagnon de route d'une personne vers son objectif. Et effectivement, j'aime beaucoup le tu apprends avec ton client, avec ton Mm. coaché. C'est quelque chose que je fais tout le temps parce que le client, c'est lui qui a ses réponses en fait. C'est sa situation à lui. Et le coach qu'on voyait, c'était le cliché du coach sportif qui serait dans le monde professionnel un consultant. Donc c'est un expert qui te dit ce qu'il faut faire, qui te fait ton PDF, qui te fait ces trucs-là, et puis t'as plus qu'à appliquer. Et beaucoup de gens appliquent ça. Et je trouve que c'est dommage parce qu'effectivement, ça fait des dégâts, surtout qu'on fait des promesses marketing très fortes. Et donc les gens ne sont plus patients. Totalement. Totalement. D'ailleurs, ça, je pense que c'est problématique finalement la façon dont certaines personnes abusent, à mon sens, du d'un marketing. En tant que tel, on pourrait se dire d'un point de vue business, ils ont probablement raison. D'un point de vue humain, à mon sens, c'est pas humain pour moi en fait, de jouer en fait sur les insécurités des gens. Je pense, de Mm. jouer sur les insécurités des gens et parfois de mettre en avant un marketing qui est mensonger ou du moins qui ne met pas en avant, oui, on pourrait se dire que c'est mensonger, qui ne met pas en avant alors, toute la vérité. On peut pas tout dire quand on met en avant, par exemple, une transformation, quelle qu'elle soit, une petite histoire de son coaching, mais je pense qu'il omet des éléments beaucoup trop importants. Finalement, notamment quand on voit donc des photos de transformation avant-après, moi-même j'en ai déjà utilisé, mais euh, est-ce que comment est-ce que la personne est arrivée du point A au point B? Est-ce que la personne est capable de maintenir entre guillemets le point B? Euh, il y a souvent des éléments qui sont pas mis en avant et qui mériteraient à mon avis de l'être, parce que peut-être, du moins je l'espère, que ferait réfléchir à des personnes à deux fois finalement. Mais bon, on voit ce qui est vendeur, ce que les gens veulent. Ce ne veut pas dire que c'est forcément ce dont ils ont besoin, mais c'est ce que beaucoup de gens vont vouloir. Dans Et une donc formation marketing que j'ai fait, oh pardon, ça excuse-moi. peut être attractif. Vas-y. Pardon, il y avait de la latence. Ce que je disais, c'est dans une formation marketing que j'ai suivie, effectivement, ils disent vends-leur ce qu'ils veulent et délivre-leur ce dont ils ont besoin. Et c'est assez compliqué à intégrer quand tu veux vraiment, quand tu vois en fait ce qu'il leur faut, mais qu'ils comprennent pas encore ce qu'il leur faut. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant parce que tu vois, euh, personnellement, justement, cet aspect marketing, c'est vraiment un élément que j'aime pas. Tout simplement que j'aime pas, euh, qui est difficile pour moi à mettre en pratique et qui me cause pas mal de tourments.
Euh, Notamment, qu'est-ce que je mets en avant, qu'est-ce que je mets pas en avant, comment est-ce que je mets en avant mes services, parce que je suis bien consciente que si je veux parvenir à vivre de mon activité, sans pour autant avoir des prétentions financières que je pense voilà importantes, on est bien obligé de vivre au bout d'un moment. Et donc je sais que je dois mettre en avant mes services. Maintenant, c'est comment le faire d'une manière avec laquelle je suis en adéquation, euh, qui résonne avec mes valeurs, qui soit finalement en adéquation avec ce que je veux transmettre, tu vois, notamment par rapport à la notion de santé, par rapport au fait de prendre soin de soi, et que ça va bien plus que une transformation physique en l'occurrence que de nombreuses personnes vont vouloir, mais qui en fait en réalité n'est probablement pas ce dont elles ont besoin, euh, ou besoin dans l'ampleur à laquelle elles imaginent finalement. Et c'est pas évident ça c'est pas évident à marketer. Clairement, c'est pas évident à marketer, euh, parce que déjà la personne de prime abord, si elle a pas conscience de ça, ça va pas venir du jour au lendemain. Donc étant donné qu'il va y avoir un tas de coachs qui vont probablement mettre en avant ce dont elles ont envie, ce sera plus attractif finalement. Et pourtant, ça veut pas dire que derrière elles se sentiront mieux, que le processus sera bien vécu, et que c'est ce dont elles ont besoin fondamentalement. Mais c'est marrant, c'est un peu ce que tu disais quand même. Tu attires des clients qui sont passés par là. Donc peut-être que ton client cible, c'est quelqu'un qui s'est fait avoir par ses coachs et donc qui sait vraiment, qui a compris que c'était pas comme ça que ça fonctionnait. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, ouais, probablement. Probablement, en réalité, euh, je pense que, justement, tu vois, j'ai du mal, et ça c'est personnellement, parce que je comprends l'intérêt d'avoir une cible, du moins le potentiel intérêt d'avoir une cible plus ou moins définie. Moi, c'est vrai que j'ai du mal, justement, du moins j'avais du mal à définir ma cible. Et en réalité, presque encore à l'heure actuelle, je fonctionne pas vraiment avec un business plan bien défini. Tu vois, mes publications Instagram, c'est un petit peu au feeling. Il y a beaucoup de feeling, en fait, dans tout ce que je fais. Euh, alors, pas en interne, dans le sens dans mes coachings, c'est, tu vois, plutôt structuré. Chaque coaché, pour le coup, voilà, c'est bien défini. Mais tout ce qui va être justement la création de contenu et l'aspect marketing, j'ai pas vraiment de plan par rapport à ça. Et, euh, et finalement, en fait, c'est vrai que je pense que ma cible, elle se construit de manière implicite, notamment de par les caractéristiques du coup que j'ai mis en avant, l'individualisation, l'adaptation. En fait, les gens qui découvrent mon compte, découvrent mes partages, vont probablement au bout d'un moment comprendre finalement que c'est ce que j'essaye de véhiculer et de transmettre à travers mes suivis, et que donc en fait ça va probablement les attirer si elles ont compris que c'est ce dont elles ont probablement besoin. Donc de manière indirecte, je pense que c'est un petit peu une forme de cible, euh, même si tu vois, je l'avais jamais encore envisagé comme ça, donc c'est assez intéressant, je trouve qu'on en discute. Ouais. Euh, mais tu vois, c'est vrai que je trouve que et en soi, est-ce que c'est quelque chose de négatif parce que j'utilise la négation, mais je sais pas. Est-ce que est-ce que c'est une cible finalement qui est très attractive, tu vois? Quand tu dis pas Je très sais pas. attractif, c'est-à-dire par rapport à toi ou que Dans le sens toi, attractive, dans le sens c'est probablement, et moi mon but, c'est surtout pas de coacher 40 personnes parce que je pourrais tout simplement pas justement mettre en avant l'individualisation, l'adaptation si j'avais un nombre incalculable de personnes à suivre. Euh, mais qu'effectivement en termes d'acquisition de coachés, c'est sans doute plus difficile parce que c'est probablement justement moins attractif de prime abord pour un ensemble de personnes. Si ce n'est, tu vois, au-delà de l'aspect coaching et des personnes que moi je pourrais suivre, si ce n'est pour attirer du monde sur Instagram, par exemple, donc la plateforme que j'utilise le plus à l'heure actuelle, et donc peut-être rendre mon contenu un petit peu plus visible à des personnes qui, même sans prendre un coaching, pourraient en bénéficier, tu vois. Dans une certaine mesure, pourraient réfléchir peut-être en lisant quelques posts. Mais c'est vrai que du coup, en parlant d'individualisation, en parlant d'adaptation, en essayant de nuancer les choses, c'est pas du contenu qui va avoir tendance à fonctionner entre guillemets de nos jours. Euh, Ce qui peut être relativement frustrant parce que effectivement je me dis finalement il pourrait peut-être toucher plus de monde, il pourrait être bénéfique à un peu plus de monde, mais malheureusement c'est pas le cas.
Mais bon, si je changeais, après je ne sais pas, mais j'imagine que si je changeais trop, disons, ce que je fais, bah, finalement, ça en perdrait probablement sa valeur aussi, tu vois. Mhm. Mais je sais pas si ça perd de la valeur. Alors je partage les mêmes galères que toi, mais on échange régulièrement sur Instagram là-dessus. On se pose beaucoup de questions sur le positionnement. Euh, Par contre, si on voit le côté acquisition de prospects, t'as quand même beaucoup de gens qui se font avoir comme ça. Donc si tu adresses de temps en temps des posts sur les gens qui se sont fait avoir par 3, 4, 5 coachs, qui n'arrivent pas à perdre du poids, qui ont pris, qui reviennent, ça va parler à du monde, ça, forcément. Dis comment j'arrive à perdre du poids en Mm. mangeant des pizzas Mm. alors que tous les coachs que C'est tu as vrai. eus t'ont dit que c'était interdit. On pourrait se faire un petit échange en off Mm. après pour creuser si tu veux à Mm. l'occasion, mais moi ça me paraît être une cible assez, assez claire. Mm. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est intéressant, tu vois, parce que je l'avais jamais envisagé comme ça. Mais maintenant qu'on en parle, je me dis effectivement, en fait, j'ai une cible. Maintenant, je l'ai jamais réellement formulée, tu vois, je l'ai réellement conscientisée, si on peut dire. Pourtant, Ouais. effectivement, elle est là et je pense que enfin, à titre personnel, en tout cas, à la fin d'un suivi, de manière générale, je vois à quel point elles sont contentes, reconnaissantes, et elles se sentent bien plus confiantes, tu vois, par rapport au départ, au point de départ où bah, vraiment de nombreuses personnes utilisent le mot je me sens perdue. C'est quand même assez fort, je me sens perdue dans mon alimentation, dans ma pratique sportive, je sais plus quoi faire, j'ai tout essayé. Ça revient souvent, j'ai tout essayé, mais il y a rien qui fonctionne sur moi. Donc vraiment cette pensée qu'en fait j'ai un problème, rien ne fonctionne sur moi, rien ne fonctionnera jamais sur moi. Tu te rends compte bah, que si, il y a des choses qui peuvent fonctionner sur toi. Maintenant c'est est-ce que c'était adapté pour toi auparavant? Probablement que non. Ou alors peut-être que ça a été pseudo-adapté entre guillemets pendant un mois, 2 mois, parce qu'effectivement pendant un mois, 2 mois, certaines personnes vont parvenir à générer de la motivation suffisante pour arriver à un certain point. Mais à quel prix? Bah, tu vois, justement, j'ai une croyance là-dessus. Sur la durée des programmes d'accompagnement, c'est toujours 3 mois. Et 3 mois, pour moi, c'est la motivation maximale que tu peux retirer de tes liens. Tu peux, si tu vas sur quelque chose qui n'est pas adapté, donc tu peux y aller en mode bourrin. Il aura forcément des progrès parce que la plupart des gens qui font ça, c'est des débutants. Donc ils ont les gains de débutants, ils vont perdre du poids forcément, ils vont se faire un peu de muscle. Mais au bout de 90 jours, il n'y a plus de motivation, il y a des blessures, il y a de la fatigue, il y a du dégoût, il y a du retour en arrière. Donc mon hypothèse, c'est 90 jours, c'est le maximum vendable pour ces coachs-là. Je sais pas ce que t'en penses. Alors, j'ai jamais pensé à la question. J'ai jamais pensé à la question. J'aurais tendance à dire que c'est vraiment très propre à chacun. J'aurais tendance Mhm. à dire que c'est vraiment très propre à chacun. Personnellement, dans ma pratique, ça a été hyper variable. Ça a été hyper variable avec des personnes qui, au bout de 2 semaines, c'était en termes de motivation, disons, compliqué. Alors, sachant qu'après, tu vois, je suis des personnes avec divers objectifs, donc ça peut être davantage orienté performance sportive, davantage orienté perte de poids, développement de leurs connaissances pures et dures étant l'objectif lui-même. Il peut y avoir une diversité d'objectifs et donc c'est vrai que c'est assez individuel, mais je pense que ouais, pour moi c'est assez individuel dans le sens où je pense que ça va aussi dépendre de à quel point finalement l'objectif que tu as est important pour toi, à quel point tu perçois les bénéfices qu'il va apporter dans ta vie, du moins que tu penses qu'il l'apporterait dans ta vie, parce que c'est quelque chose que tu sais pas. Tu vois, notamment dans le cadre d'un objectif physique où tu te dis peut-être, ah si j'avais des tablettes de chocolat plus prononcées, je me sentirais peut-être plus confiant, je me sentirais peut-être mieux Carton rouge à et la tout ça. plage ou quoi. C'est ce que t'imagines, mais c'est peut-être pas, voilà, c'est peut-être pas forcément le cas ou pas autant le cas que ce que t'imaginerais. Peut-être pas autant le cas que ce que t'imaginerais. Alors peut-être que pour certaines personnes, oui, hein, j'ai pas envie d'être totalement binaire, mais dans l'ensemble, je pense qu'il y a une surévaluation de ce qu'un résultat physique esthétiquement pourrait apporter. Euh, et tu vois, je pense notamment à des personnes que je suivrais qui sont vraiment dans des situations d'obésité ou de vraiment surcharge pondérale relativement importante qui impacte certains marqueurs de santé, santé cardiovasculaire, santé cardio-respiratoire, par exemple. Euh,
taux de cholestérol, etc. Auquel cas, là, on n'est pas dans la même dynamique. On n'est Mm. pas dans la dynamique de un objectif esthétique. Tu vois, ça c'est des éléments que je distingue. Ça veut pas dire que il y a pas des risques liés au fait d'accompagner l'un ou l'autre de ces cas de figure. Dans les deux cas, il peut y avoir des risques, mais que je pense que si bien fait, un processus de perte de poids serait pourrait amener bien plus de bénéfices à une personne qui finalement en pâtirait parce qu'elle rencontrerait des difficultés à se déplacer, parce que ses taux de lipides sanguins seraient trop élevés, etc. Et que sa santé serait plus mise à mal que pour quelqu'un où c'est purement esthétique entre guillemets et où peut-être le travail ne serait pas tant lié à un changement au niveau réellement de sa corpulence, mais peut-être plus au niveau de ses pensées, finalement, de ses pensées, un travail un petit peu plus mental vis-à-vis de pourquoi est-ce que j'ai envie d'avoir un tel changement, un tel résultat physique, qu'est-ce que je pense que ça m'apporterait, est-ce que c'est réellement le cas? Puis en réalité, tu ne sais pas tant que tu n'as pas fait l'expérience de la chose en question, je pense. Mais où je pense que c'est plus profond que finalement le fait de changer physiquement, quoi. Ben, on en revient à tout à l'heure. Vends-leur ce qu'ils veulent, donc tu veux une tablette de chocolat, ok, et ça te permet d'aller lui donner vraiment ce qu'il veut, pourquoi t'as ça, c'est quoi le problème, quelles sont tes croyances derrière, quels sont tes freins, toute cette partie mindset qui est hyper intéressante. Euh, mais tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant. Je suis passionné par le mouvement depuis hyper longtemps déjà parce que dans ma famille il y a des problèmes d'obésité. Moi j'étais très mec petit, mais donc il y avait les railleries entre le maigre et puis les gros dans la famille, donc j'ai toujours eu peur de prendre du poids. Des problèmes de santé, des problèmes de mobilité. Donc je me suis toujours dit, moi, grand, adulte, le plus longtemps possible, je vais pouvoir faire des grandes choses, pouvoir bouger, pouvoir me relever. Donc vraiment, la santé pour moi passe par le mouvement d'abord. Et, euh, et d'ailleurs, mes entraînements sont autour de ça. C'est pour ça que j'aime pas aller en salle de muscu classique parce que finalement, c'est pas, alors je vais mettre des guillemets, mais c'est pas fonctionnel. C'est uniquement développer de la masse musculaire, mais en plus c'est pas vrai ce que je dis. Je sais, c'est des clichés, mais donc ça me plaît pas là-dedans parce que je mobilise pas tout mon corps et ça me permet pas d'entretenir tout ça. Et longtemps, je me suis dit, si on parle sur le positionnement, comme je suis pas coach sportif diplômé, je ne veux pas être associé à ça et j'ai pas envie de vendre de la perte de poids ou de la prise de muscle, tout ça, parce que je saurais faire, mais je trouve que c'est pas le vrai besoin à répondre. Et c'est pour ça que je pense à ça par rapport à ce que tu me dis. Et c'est une de mes difficultés pour moi, c'est amener de la santé aussi, physique, mentale et émotionnelle, et surtout la longévité, parce que les gens l'oublient, mais moi j'ai 42 ans maintenant, donc je prends de l'âge quand même, et c'est important de s'entretenir, parce qu'on perd vite, vite, vite sur la récupération, sur les blessures sont plus rapides, il y a des douleurs le matin, parce qu'on prend beaucoup de mauvaises habitudes. Ah, attends, ça a coupé. Oui, ah, c'est bon. J'ai pas entendu les quelques derniers mots que t'as dit. Ça avait coupé. Ah, Tu parlais de ah mince, comment on a longévité, de la latence? récupération. Bah, ouais, comme on a de la latence, je crois que je disais que, mine de rien, en vieillissant, on récupère plus de la même manière, on peut se blesser plus facilement, notre corps prend des mauvaises habitudes, donc Mm. je l'ai senti, enfin, à chaque dizaine en fait que j'ai pris, j'ai senti un peu la différence. Et là, maintenant que j'ai dépassé la quarantaine, même si je pense que je suis en largement meilleure condition qu'à mes 30 ans ou qu'à mes 20 ans, eh bien, il y a des trucs où je dois être plus vigilant autour des tendons. Je travaille moins en volume. Aussi parce que ça me fait chier. Mais j'écoute mon corps, j'adapte et il me rend mes erreurs en fait. Avant, je l'écoutais pas, c'était un peu plus dur. Là, maintenant, je peux plus me permettre de. Je pense que c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que parfois on, alors on sait ou on ne sait pas, mais on peut savoir au fond que ce qu'on fait c'est pas forcément si bien que ça entre guillemets, du moins qu'on prend peut-être un petit peu trop de, pas qu'on prend trop de risques, mais dans une certaine mesure si qu'on joue un petit peu trop justement avec nos limites et que on sent que ça pourrait nous desservir, mais que tant qu'on n'arrive pas au stade vraiment critique, on continue. Tu vois, on commence à sentir cette petite douleur, ce petit tendon, quoi que ce soit, cette petite gêne, mais on se dit ça va, ça va, ça va, jusqu'à ce que ça aille plus. Et en fait, on attend le moment un petit peu fatidique avant de réellement se dire ah ouais là, il faut que je change quelque chose. En fait, il faut que je change quelque chose. Du moins, il faut que je change quelque chose si je veux réellement prendre soin de moi et ne pas en pâtir sur
pour une durée bien plus prolongée qu'un entraînement. Euh, donc Et effectivement, euh, la façon dont on s'entraîne, la façon dont on vit sa vie de manière générale, les différentes actions que l'on met en place dans notre quotidien pour bah, faire du bien à notre santé de manière générale, parce que la santé, voilà, santé physique, santé sociale, santé mentale, euh, elles ont leur importance. Elles ont leur importance et c'est pas évident, hein. C'est pas évident et c'est difficile de euh, parfois mettre en priorité notre santé ou du moins toutes les facettes de celle-ci. Euh, mais que effectivement pour revenir à l'entraînement, euh, il y a je pense notamment dans la dynamique du bodybuilding une dynamique santé qui est parfois un petit peu oubliée finalement. mm, Développer sa masse musculaire en tant que telle, on pourrait se dire que c'est quelque chose de sain, c'est quelque chose de bénéfique, soutenir euh, sa masse maigre. Maintenant, euh, comment c'est fait? C'est un petit peu comme une perte de poids, comme une perte de poids ou potentiellement une prise de poids, mais le processus derrière. Qu'est-ce qui est mis en place pour nous aider justement à, par exemple, prendre du muscle ou maintenir notre masse musculaire? Ça aussi, ça a son importance en fait. C'est pas que la finalité elle-même. Donc, ouais. oui, puis les bodybuilders le disent quand ils font leur sèche, en fait, ils deviennent exécrables parce que ils sont sous-alimentés, ils ont faim en permanence, ils ont plus assez de lipides. Enfin, ils le savent et ils le disent que c'est pas quelque chose de tenable longtemps. C'est pas bon ce qu'ils font pour leur corps. C'est leur sport, c'est leur performance. Donc c'est un choix, c'est un sacrifice qu'ils font sur un instant. C'est ça. Et je pense que si tu es au fait de ça, que tu es au fait des potentiels risques liés à ta pratique sportive par exemple, que tu les acceptes en tant que tel, tu les acceptes. Maintenant, ce que je pense vraiment important, c'est finalement d'être au fait, en fait, que ce que tu mets en place, c'est potentiellement risqué. Ça pourrait voilà, impliquer, tu peux pas forcément tout savoir, mais avoir une certaine connaissance finalement des risques associés et que ce que tu fais, ça peut mettre à mal ta santé dans une certaine mesure. Et je pense que parfois, on n'y a pas assez de sensibilisation justement par rapport à certains sujets. Si ce n'est même le fait, tu vois, de tout simplement, entre guillemets, on pourrait se dire, commencer un changement dans sa nutrition. Que il y a aussi des risques liés au fait de mettre en place certains changements dans son alimentation, de commencer une pratique sportive, liés au fait, en fait, de changer quelque chose, d'entamer un processus de changement, quel qu'il soit. Après, effectivement, quand on rentre dans certaines disciplines sportives, euh, il faut être conscient, à mon sens, qu'il y a probablement une notion de santé qui va sortir de l'équation. En fait, si on accepte cela, bah, je pense, du moins ça c'est mon point de vue, c'est notre choix finalement, euh, mais que ça reste pas une décision individuelle prise, je l'espère, en connaissance de cause. À partir du moment où, enfin, ouais, tu ramenais l'équilibre, mais à partir du moment où il y a performance avec vrai objectif, forcément, il y a un sacrifice sur la santé. Tu peux pas être en excellente santé tout en étant Mm. au 100% de ton potentiel. À part, peut-être, on va me dire si j'en connais. Oui, peut-être certaines exceptions, Mm. mais en théorie, c'est tu tires sur la corde et puis au bout d'un moment, c'est juste la limite, quoi. L'élastique avant qu'il pète. C'est ça. Tu, C'est tu ça. Et disais un pour truc tout à certaines l'heure. personnes, ça aura Ouais. sans doute plus de valeur hein, que le fait de peut-être. Vas-y, vas-y, Pardon. continue. Ouais, pour certaines personnes, ça aura peut-être sans doute plus de valeur, peut-être de faire une certaine compétition ou que sais-je, que de, par exemple, je sais pas, pour une femme, perdre son cycle menstruel pendant un temps, que d'être léthargique ou que sais-je même, bon, voilà, des choses plus ou moins graves, entre guillemets, ce que l'on considère comme telles. Euh, et c'est ok si la personne, elle accepte ça. Non, voilà, c'est pas le choix de tout le monde. Et ce que l'on choisit à une période donnée, peut-être que c'est pas quelque chose que l'on choisirait à une autre période finalement. Et je pense que il y a certaines personnes qui pourraient potentiellement avoir des regrets. Et après, ça c'est pas quelque chose que tu peux savoir en amont, quoi qu'il en soit. Mais
si la personne qui a pris une décision de pratiquer une certaine discipline ou voilà faire une certaine compétition, qu'elle n'était pas finalement au fait des potentiels risques et qu'après justement elle en vient à développer certaines problématiques de par cela, c'est pas foufou quoi. C'est pas foufou et je pense que il y a des sujets qui mériteraient d'être davantage discutés, mis en avant, d'avoir plus de sensibilisation par rapport ouais, aux risques associés quoi. Après, ça me fait penser un peu aux reproches là, que je vois en ce moment sur les enfants qui font passer de sport. C'est la faute de l'éducation nationale qui ne fait pas que, enfin qui ne les force pas. Moi, ça m'énerve en fait d'enlever la responsabilité des personnes. C'est aux parents de faire bouger leurs enfants et de leur montrer l'exemple et d'inculquer ça. Et là, ça me fait un peu penser à ça. Le côté, on va leur donner de l'information, mais en fait, ils s'en foutent de cette information. Donc, elle va pas être écoutée. Donc, c'est toujours difficile de trouver un équilibre entre je passe l'info, je la passe sous une forme qui est intéressante, et elle va être reprise. Parce que de toute façon, si la personne dit je veux faire du bodybuilding et faire Mm. 5% de masse grasse toute l'année, quels que soient les moyens, il n'écoutera pas que ça peut être très mauvais pour sa santé et que s'il a des prédispositions, malheureusement, il peut en mourir. Mm. Mm. Ouais. Ouais, ouais, je pense que tu vois ce que tu m'en annonces, c'est super intéressant par rapport au fait de, il y a l'information qui est parfois dite. Maintenant, est-ce qu'elle sera reçue? Et du coup, si elle n'est pas reçue, pourquoi est-ce que c'est le cas? Bien sûr, je pense que ça va varier. Probablement une composante individuelle, voilà, personnelle. Peut-être une composante liée à l'information elle-même de comment elle est mise en avant, comment elle est véhiculée. Tu vois, je peux penser par exemple dans un autre contexte, mais à des recommandations nutritionnelles. On les entend tous, les 5 fruits et légumes par jour, voilà, limiter une alimentation trop grasse, sucrée, salée, tout ce que tu veux. Je crois beaucoup de monde le sait maintenant ça. Maintenant, ça veut pas dire que c'est des recommandations qui vont être mises en pratique, qui vont être utilisées de manière productive. Je pense que c'est pas forcément l'information qui manque, c'est peut-être la façon dont elle est mise en avant, euh, qui pourrait être vue. Maintenant, c'est bah comment. C'est tellement et ça, je pense que c'est pas évident. Justement, comment est-ce que tu mets en avant une information pour que celle-ci soit euh, reçue par un plus grand nombre, du moins, de manière à réellement les aider finalement. Et là, en plus, tu es dans un sujet, enfin, dans une thématique, la nutrition, je trouve que c'est hyper délicat parce que il y a tout et son contraire qui est balancé. Et Mm. tu as des tonnes de diètes, de régimes, Mm. enfin, en fait, de croyances, d'habitudes, de connaissances supplémentaires qu'on acquiert aussi à travers les expériences. Et donc, tout le monde a son avis sur la nourriture, la nutrition. Et quand tu échanges avec quelqu'un, je pense que c'est un peu pareil, toi, les personnes vont toujours me dire je mange bien. Ok, ça veut dire quoi Mm. manger bien pour toi? Et Mm. c'est tellement compliqué. Mm. C'est quelque Ouais, chose que tu as constaté, ouais, toi? je pense que ouais. Ah oui, oui, vraiment, vraiment. C'est assez intéressant, tu vois, en fait, de voir. Et j'adore questionner justement. Enfin, j'adore. Il revient fréquemment, mais c'est vrai que je trouve ça très intéressant du coup, bah, de discuter un peu du sujet avec mes coachés quand notamment ils ont, tu vois, des idées au début de ce que pourrait vouloir dire manger sainement, entre guillemets, manger équilibré, parce qu'il y a un bon aliment, un mauvais aliment, enfin, un petit peu tous ces termes relativement flous, et qu'en fait, tu vas voir que tout le monde a une réponse différente. Tout le monde a une réponse différente, plus ou moins différente, et c'est très intéressant, parce que du coup, bah, qu'est-ce qui a construit finalement leur pensée? Probablement une part d'éducation, bah, peut-être à la maison, peut-être à l'école, peut-être dans le pays où ils ont grandi, tout l'environnement dans lequel ils ont évolué, ensuite ce à quoi ils se sont intéressés, s'ils ont testé certaines choses de par eux-mêmes, etc. Donc en fait, il y a un tas d'éléments, un tas de variables qui vient bah, forger ce que l'on pense à une période donnée. Et, euh, et quand les croyances elles sont bien ancrées, eh ben, c'est pas forcément évident à justement travailler dessus, à désancrer et à aider la personne à potentiellement ajuster ses croyances si celles-ci finalement ne sont pas productives, du moins à mon sens, et lui desservent. Lui desservent et, bah, de manière anecdotique en coaching, c'est souvent le cas. Euh, et bah, comme je te disais, ça rejoint probablement le fait que je suis essentiellement des personnes qui ont déjà eu un, deux, trois, quatre coachings, qui, à mon sens, ont inculqué des
croyances, euh, que ce soit volontaire ou non, mais en tout cas qui n'étaient pas productives. Encore plus, qui les rendaient plus mal que ce qu'elles n'étaient avant de commencer. Euh, et après, ça va vraiment dépendre de la situation précise, ou parfois c'est vraiment des informations qui sont fausses. C'est pas pour dire que je détiens la vérité, mais des informations qui, de mon point de vue, ne semblent pas en adéquation avec ce que la littérature, le consensus scientifique met en évidence à l'heure actuelle, d'après mes connaissances en tout cas, euh, et ou des croyances ou des croyances, informations qui sont mises en avant de façon problématique en fait pour la personne. Tu vois, par exemple, prendre une notion qui revient très souvent, c'est la notion du bilan énergétique. De nombreux coachs, j'ai l'impression, diététiciens, à force de parler de la dépense énergétique journalière, à force de parler de aujourd'hui, enfin, tes besoins énergétiques sont par exemple de 2000 calories, ça va peut-être donner l'impression à la personne que le bilan énergétique c'est quelque chose de figé, que il faut qu'elle mange tous les jours 2000 calories, qu'il n'y a pas de notion de fluidité, etc. Donc en fait, ça part sans doute d'une bonne intention du praticien, mais que ça va manquer probablement de communication, manquer de nuances pour aider la personne à comprendre que ses besoins de 2000 calories, ça veut pas dire que c'est forcément 2000 calories qu'elle doit manger, que si elle mange 2200 calories, elle va directement prendre du poids, que si elle en mange 1800, elle va directement perdre du poids, et qu'en fait, du coup, il y a des notions qui ne sont pas mises en pratique de manière réellement adaptée pour la personne, tu vois. Mais on fait le raccourci, on nous considère comme des chaudières ou comme des voitures. Les calories sont en carburant et tu consommes toujours de la même manière, alors qu'effectivement, on est des êtres humains avec des journées complètement différentes. Donc c'est normal d'éduquer, je pense, là-dessus, avec les grands principes, en parlant des macros, en parlant de la dépense énergétique, du fait qu'il y a ton métabolisme, il y a tout ça. Mais c'est pas une... Enfin, si, alors je suis passé aussi pointu que toi, j'allais dire c'est pas une vérité absolue. Si, c'est une vérité absolue, mais c'est pour les grandes masses. Et après, il faut individualiser par rapport à ta situation. Et je sais que moi, de manière générale, comme notre échelle de temps, c'est la semaine, je- généralement, les gens, j'ai challenge sur la semaine. Donc, si, et moi, si je veux travailler sur ma nutrition, je compte pas les calories, ça me rend assez dingue, en fait, les chiffres. Euh, je regarde juste comment j'ai évolué sur la semaine et j'essaye de tenir mon total calorique sur la semaine. Si j'ai pas tenu, mais c'est pas sur une journée, c'est sur une semaine. C'est pas très grave, en fait. Mm. Totalement, c'est beaucoup plus fluide que sur une journée. Et ça veut pas dire que tu peux pas réellement prendre 1 kilo ou perdre 1 kilo sur une journée. Totalement, si tu fais un 40 000 calories challenge totalement débile, c'est possible. Mais bon, c'est probablement pas une idée judicieuse. Alors en réalité, si certains jours tu manges un peu plus, certains jours tu manges un peu moins, c'est totalement normal, c'est humain, pour diverses raisons. Un jour, tu as eu objectivement moins le temps, moins d'appétit, plus d'opportunités de sortir manger à l'extérieur ou que sais-je, que donc inévitablement, entre guillemets, ton apport calorique il va varier, en fait. Mm. Mais c'est vrai que si, sur le plan, par exemple, quel qu'il soit, que ce soit un plan où tu demanderais à la personne de traquer certains indicateurs, ou ce soit un plan alimentaire avec voilà, certains aliments, etc. à suivre, euh, si tu n'expliques pas à la personne comment l'utiliser, si tu lui écris 2000 calories, c'est ta dépense énergétique, que la personne, elle va du coup en déduire que ça veut dire que je dois manger 2000 calories par jour, euh, on voit qu'il y a probablement un manque de communication, un manque d'éducation, un manque d'explication par rapport à comment utiliser finalement les informations écrites. Voilà, ça peut mener finalement à des problématiques si la personne n'est pas au fait de comment se servir des données. Tu m'as fait revenir une anecdote que j'ai vécue moi, perso. Euh, je vais te la partager, donc c'est forcément biaisé parce que c'est que mes souvenirs. Et j'aimerais bien avoir ton avis d'experte. Mhm. Pour la petite blague, j'ai mon médecin qui veut absolument que je sois sous les 80 kilos. Tout le temps, il me ressort l'IMC, et donc si je dépasse les 80 kilos, je suis trop gros, je suis trop lourd, je fais 1m81. Voilà, je suis pas.
Et mon poids de forme, enfin mon poids naturel, on va dire, il est autour de 81-82 kilos. C'est un poids que je maintiens assez facilement. Et donc je m'étais dit, tiens, avant d'aller faire mon certificat médical, je vais me perdre un petit peu de poids, je vais faire plaisir au doc, comme ça il me fera pas chier. Et, euh, et donc j'ai réduit mes calories. J'aime bien l'approche Matador Study où en fait pendant 2 semaines tu fais une grosse restriction et puis après tu remanges normalement histoire de faire des plateaux. Je sais pas ce que Ah oui. t'en penses, mais j'ai essayé ça et puis j'aimais bien l'idée de c'est douloureux pas trop longtemps. Euh, et j'ai une amie qui m'a engueulé, qui est aussi sur la nutrition. Je pratique le jeûne intermittent, on va dire 90% de l'année. Donc pas de calories le matin, je prends mon café et puis c'est tout. Elle m'a dit c'est pas possible. Ton corps, avec tout le sport que tu fais, ton corps fonctionne au ralenti. C'est mauvais pour ta santé. Et j'ai juste fait un truc. J'ai repris dans mon café le matin une cuillère d'huile de coco. Donc, donc j'ai rompu le jeûne. Et il s'est passé un truc assez bizarre. Mais je pense qu'il y a d'autres choses à côté que j'ai omis. C'est que j'étais redescendu à 80 kilos. Et une semaine après, j'étais monté à 85 kilos. Qui est un poids qui est carrément démesuré par rapport à ce que je fais. Et en fait, je me sentais vraiment très fort dans mes entraînements. Je sentais pas que j'avais pris 5 kilos en une semaine. Donc c'est des nombres qui sont complètement hallucinants. Et j'ai mis du temps à redescendre. Euh, donc c'est la première fois que je constate ça. Je voulais savoir si tu as déjà eu des trucs comme ça ou qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Mm. Par rapport au fait de la prise de poids de 5 kilos ou par rapport au fait de, peut-être les deux, de mettre de l'huile de coco dans le café ou... Bon, vas-y, les deux, ce que t'en penses. Ok. Alors, par rapport à la prise de poids de 5 kilos sur une semaine, une de mes questions serait, à quelle fréquence tu te pesais? Est-ce que tu te pesais tous les jours? Est-ce que tu t'es pesé une fois? Non, là, je l'ai fait qu'une fois par semaine. C'était toujours jour fixe. Si tu t'en souviens. Ok. Ce qui pourrait s'être passé par rapport à ça, c'est peut-être, admettons, que donc tu étais parti de 80 kilos, admettons, et que tu as terminé à 85. Peut-être que quand tu t'es pesé le jour des 85, admettons la veille, t'es mangé un repas relativement riche en glucides, en sel, et que peut-être en réalité ton poids réel au niveau des tissus corporels, il était, admettons, de 83 kilos, que voilà, t'avais eu un gros repas, ou alors tu t'es pesé plus tôt, ou alors Mhm. t'es pas allé aux toilettes, ou que sais-je, tu vois, un tas de facteurs qui peuvent faire que finalement le poids indiqué sur la balance, il était relativement élevé, et que donc tu t'es dit j'ai pris 5 kilos. C'est une éventualité. C'est pour ça que je t'ai demandé si tu t'étais pesé quotidiennement, parce qu'en se pesant quotidiennement, ça permet de voir un petit peu la moyenne sur la semaine, Mhm. et donc peut-être avoir une donnée un petit peu plus fiable. Donc ça pourrait être une hypothèse. Après, si tu as vraiment donc ajouté de l'huile de coco de ce que tu m'as dit, c'était une dose plutôt maîtrisée. Mais admettons que par exemple la dose n'était pas maîtrisée au niveau de l'huile de coco et que ça ait rajouté, euh, bon, je doute que ça aurait pu rajouter, tu vois, 400 calories par jour. Je pense pas que t'aies versé quand même 3 tonnes d'huile de coco Un pot par jour. dans le café. Donc pour prendre 5 kilos, c'est que il en aurait fallu beaucoup et je doute que le fait d'avoir ajouté l'huile de coco et peut-être, hein, c'est une éventualité, mais changer quelque chose par rapport à ton appétit, par rapport à ta consommation a posteriori dans la journée, tu vois, en deuxième partie de journée, je sais pas. Pour prendre Ouais. réellement 5 kilos par jour, avec les variables que tu m'as dit, ça, par jour, pardon, en une semaine, 5 kilos par jour, c'est encore bizarre. Ça me semble quand même relativement beaucoup. Pas impossible, mais quand même relativement beaucoup. Donc je partirais sur la première hypothèse par rapport à ça, ouais. Ouais, mais c'est ce que, de toute façon, effectivement, généralement, je me pèse le lundi et le samedi, j'ai ma pizza le soir, donc j'ai plus de glucides, plus tout ça, donc je sais que ça a un impact sur mon poids. Euh, et je pense aussi, comme je traque pas ce que je fais, que inconsciemment, ça m'a ouvert l'appétit et que j'ai beaucoup plus grignoté en pleine journée. Mais je me disais, tiens, et si effectivement elle avait raison et que je manquais d'hormones et que ça avait développé un potentiel caché. J'y croyais pas trop, mais on sait jamais. Merci pour tes réponses. Mm. Bah, avec plaisir, ouais, je pense que tu vois, il y avait probablement eu une petite, entre guillemets, prise de poids.
peut-être Mhm. pas aussi importante que ce que tu l'avais pensé, mais qu'effectivement le fait que, par exemple, tu te sois pesé et que ça ait tombé pile sur le jour où, bah, effectivement, peut-être qu'il y avait plus de rétention d'eau, du coup, ça a amplifié la pensée que tu avais vraiment pris, bah, 5 kilos. Oui, oui, oui. Non, mais je pense effectivement que c'est ça, mais je me suis dit, tiens, toi qui es très, très à jour sur tout ça, tu aurais pu me dire, oui, il y a tel phénomène qui est reconnu, et j'ai dit, ah, mise à jour de Mathieu, mais non. C'était bien juste un rêve. C'est tout jamais. Bah oui, non, c'est jamais. Mais ça s'est pas trop vu dans le miroir, donc je me suis dit, bon, tant pis. Je repensais à un truc aussi, euh, par rapport à ce que tu disais sur le fait que les modifications d'alimentation soient acceptées et tenables dans le temps. Euh, moi, j'ai une approche, et c'est en fait, je fais surtout sur le rythme de vie. J'aime beaucoup le principe de Pareto, donc le 80-20. Quel que soit l'objectif, je vais toujours les questionner ou je vais les creuser. Quel est le plus petit changement que je peux mettre en place qui est acceptable et qui va maximiser les résultats? Et pour la petite histoire, avec ma copine qui voulait perdre un peu de poids un moment, on a creusé un petit peu ce qu'on pouvait mettre en place. Donc on avait rajouté un petit peu de pas dans la journée pour augmenter les dépenses caloriques. Et le truc qui était vraiment très déréglé, c'était le petit-déj. Petit-déj traditionnel, très sucré, confiture, café, biscottes. Euh, Après du travail, j'ai réussi à obtenir un changement qui était finalement remplacer la confiture par du fromage frais et rajouter des protéines supplémentaires avec un œuf coq tous les matins. Et ça a eu des bons effets au début, et résultat, l'habitude est ancrée. Et maintenant, c'est le petit-déj normal et c'est complètement OK de le faire. Et je sais pas comment toi tu vois les changements de tes clients. Super intéressant. Idem, ça va vraiment dépendre du point de départ de l'individu, dans le sens où tu vois, ça va être des personnes, j'ai déjà eu des personnes par exemple qui virtuellement consommaient quasiment zéro légumes, Mm, consommaient quasiment virtuellement pas de protéines non plus, tu vois, où leur alimentation, bah, j'en ai, ils sont arrivés, c'était des chips et des pâtes, tu vois, littéralement. C'est mm, pas la même chose par rapport à quelqu'un qui arrive et qui a déjà une alimentation, on pourrait se dire, relativement robuste, mais peut-être où elle va se dire, bon, bah, je mange ça entre guillemets parce que je mange des avocats, je mange des noix, je mange du saumon, auquel cas la densité calorique reste relativement élevée. Ça veut pas dire que c'est pas une alimentation qui peut lui apporter un tas de micronutriments, mais qu'il y a une différence avec l'apport en énergie, tu vois. Donc, auquel cas, mhm, ça va nécessiter des changements différents par rapport à quelqu'un où effectivement on va travailler sur l'éducation nutritionnelle, parce que généralement, il va y avoir un souci au niveau de l'éducation nutritionnelle, un manque d'éducation, et où de mettre en place des virtuellement petits changements entre guillemets, du moins apprendre à les mettre en place, comprendre comment les mettre en place, et ou ajuster justement de manière comme tu l'as mis en avant, de façon la plus facile pour la personne, pour qu'il y ait le plus de résultats, soit mis en place. Donc là, ça va être très propre à chacun. Et ensuite, pour progressivement peut-être mettre en place davantage d'actions jusqu'à ce qu'on arrive à un niveau où bah, finalement la personne, elle en bénéficie réellement et que bah, peut-être il n'y a pas lieu d'ajouter des actions supplémentaires selon voilà l'objectif, la dynamique en question. Donc je pense que ça dépend ouais toujours du point de départ de l'individu. Euh, je pense que tout ce qui va concerner vraiment le changement d'habitude, c'est assez productif d'avoir un suivi relativement régulier. Parce que finalement, par définition, une habitude, c'est une action que tu mets en place au fur et à mesure du temps qui va devenir quasi mécanique, en fait. Mais au début, bah, cette action, tu vas rencontrer une certaine résistance à mettre en place. C'est normal. C'est normal parce que c'est l'inconfort, c'est quelque chose que tu connais pas, ce que tu fais à l'heure actuelle. C'est un peu le paradoxe aussi, dans une certaine mesure, bah, ça va peut-être te plaire. En fait, ça va peut-être être relativement plaisant pour toi. Bah, par exemple, pour prendre l'exemple de ta copine, probable qu'elle aimait bien son petit déjeuner, les tartines. Donc peut-être qu'au début, il y avait de la réticence liée au fait de changer le petit déjeuner. Maintenant, c'est du coup, bah, pourquoi est-ce que je le change? Est-ce que je le change d'une manière qui va toujours justement me plaire, par exemple, gustativement, que je vais en percevoir la valeur?
et qu'au fur et à mesure du temps, finalement, la résistance va diminuer, 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 jusqu'à ce qu'effectivement, ça devienne une habitude productive. Et ça peut nécessiter comme on dit en anglais, du trial and error, donc le fait d'ajuster, en fait, d'essayer d'ajuster, essayer d'ajuster jusqu'à ce qu'on trouve une action, des actions, des alternatives qui, du moins, deviennent plus bénéfiques pour la personne, qu'elle perçoive plus de bénéfices que l'ancienne action, en fait. Le try and error, c'est hyper important, parce que là, tu viens de le mentionner, c'est de la conduite du changement qui est compliqué. Mm. On n'aime pas beaucoup changer parce qu'on aime bien l'homéostasie aussi. Notre corps, il est là pour rester en vie dans son état actuel. Et le fait d'essayer souvent, d'expérimenter, ça t'habitue en fait. Et en plus, j'aime bien ce côté individualisation. On fait une expérience, on regarde ce qu'elle donne, et puis on ajuste derrière. Mm. 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 Totalement. Totalement, et on ajuste plus ou moins. Il y a certaines personnes pour qui tu vas mettre en place quelque chose, en fait tu vas te rendre compte que non, c'est pas du tout adapté finalement. Et Mm. d'autres personnes où ça va être plus un petit peu plus du raffinement. Tu vois, au niveau par exemple des quantités. Par exemple, une coachée récemment où donc on avait travaillé sur l'augmentation de l'apport en protéines de son petit déjeuner notamment. C'est souvent, je Mhm. pense, le petit déjeuner qui peut Ouais. pêcher aussi à certains égards, notamment d'un point de vue de la satiété, de l'apport en énergie par exemple. Euh, et où du coup je lui avais donné des indications, tu vois, à peu près grosso modo par rapport à certaines fourchettes au niveau des apports qui pourraient être bénéfiques potentiellement, notamment en regardant donc la structure de sa journée, de sa semaine, etc. Et du coup, je lui avais fait une suggestion au niveau de quantité de fromage blanc. Tu vois, différentes idées de repas. Et quand elle a essayé pendant quelques jours le petit déjeuner, vraiment au niveau gustatif, ça lui plaisait pas. Elle aimait pas consommer autant, ce qu'elle trouvait autant de fromage blanc que ce que je lui avais conseillé. Et on en a discuté, je lui ai expliqué, bah non, en tant que tel, t'es pas du tout obligé de manger cette quantité-là. T'as plein d'autres alternatives. Et puis si on voit qu'en fait le petit déjeuner, tu préfères qu'il soit moins conséquent, y a pas de souci par rapport à ça. Le but c'est que ce soit propre pour toi et que tu comprennes qu'en fait le plus important c'est l'apport en protéines totales sur ta journée, que si à certains jours t'en consommes un peu moins, un peu plus, c'est probablement pas grave. En fait, que tu sois éduqué par rapport à tout ça et que tu comprennes pourquoi je te recommande, pourquoi je t'ai potentiellement recommandé ça, du moins suggéré ça, et qu'après, si ça convient pas, on ajuste. Et là, en l'occurrence, tu vois, ça a été, j'adore ce petit déjeuner, mais si je diminue un peu les quantités, tu vois. Et en fait, y a pas de souci par rapport à ça. Soit selon la dynamique en question, c'est parce que je vais ajouter un petit peu par ailleurs ou quoi. Et effectivement, on s'est rendu compte que elle avait une sensation de faim plus importante, tu vois, peut-être pour une collation dans l'après-midi, auquel cas, là, elle était plus contente de manger un petit peu plus. Tu vois, ça lui convenait Mm. davantage. Donc c'est très bien, finalement, et c'est vraiment, comment, au fur et à mesure du temps, j'apprends à connaître la personne apprend à se connaître aussi, parce que souvent, je pense que la personne, elle se connaît pas, ou pas suffisamment quand elle entame un processus de changement. Et euh, et qu'en fait, du coup, de par cette connaissance qui se développe dans les deux sens, on arrive à ajuster, à raffiner, à essayer de trouver ce qui pourrait être du moins le plus adapté possible. Mm. Ouais, c'est clair, c'est top ça. Je regardais, ça fait déjà quasiment 1h10 qu'on est ensemble. On a beaucoup parlé de bien manger. Comment est-ce que les gens qui nous écoutent pourraient se rassurer sur le fait qu'ils mangent bien ou pas, Mathilde? Attends, j'ai pas entendu le dernier mot. Pourrait se Ah, rassurer? s'assurer ou se rassurer, en fait, se dire, ok, ouais, c'est bon, Ouais, je mange ok. bien. Mhm. Ça, c'est une grosse question. Alors, Ça, c'est un une grosse truc question. basique, tu vois, une petite Euh, checklist. ok. Je pense que il va y avoir des priorités en nutrition. De manière générale, on va essayer, à mon sens, pour la majorité des gens, de d'abord regarder ce qu'il en est donc autour de mon apport énergétique. Mon apport énergétique, où est-ce que je me situe à peu près? Est-ce que je suis en maintien énergétique, en surplus énergétique, en déficit énergétique? Parvenir finalement à maintenir cette homéostasie. Donc après, il y a certains cas où justement on voudrait que l'homéostasie soit non maintenue, dans le sens, peut-être qu'il y a certaines personnes qui pourraient bénéficier de prendre du poids, d'en perdre. Non, est-ce qu'elles vont le faire, mettre en place un changement pour le faire? Ça, c'est une autre question, mais qui pourrait, sur le papier, potentiellement en bénéficier. Donc, cette notion de est-ce que j'ai une
compréhension de finalement ce que j'apporte à mon corps en termes d'énergie. Alors ça veut pas dire compter les calories, ça veut pas dire connaître la densité calorique, les valeurs énergétiques en macronutriments de tous les aliments et de les connaître à la calorie près, pas du tout, mais d'avoir grosso modo une certaine compréhension finalement de ce que les aliments apportent d'un point de vue énergétique. Ça, je pense que c'est vraiment super important et donc par extension par rapport à ça, notamment la différence entre ça, je disais tout à l'heure, euh, densité calorique, densité énergétique et volume alimentaire. Donc l'espace occupé par les aliments dans l'assiette, qui est une notion qui me semble vraiment assez basique, assez primordiale, mais qui est pas forcément mise en avant, peut-être autant que ce qu'elle devrait l'être à mon sens, parce qu'en fait c'est réellement un des outils principaux pour aider, je pense, les personnes à mieux naviguer cette notion d'énergie dans leur alimentation, notamment quand on parle donc finalement de certains aliments qui pourraient avoir certains bénéfices sur certains marqueurs de santé, tels que l'huile d'olive, les avocats, les noix, euh, mais qui sont effectivement relativement denses en énergie. Alors, pour certaines personnes, ça peut être top, tu vois, si tu as un relativement faible appétit, des difficultés à manger, suffisamment d'énergie, ça peut être judicieux finalement d'augmenter peut-être son apport notamment en lipides. Pour certaines personnes qui vont avoir un appétit plus important, qui vont rencontrer des difficultés en termes de satiété, peut-être que ça pourrait être judicieux justement d'essayer de miser un petit peu plus sur des aliments moins denses en énergie, etc. Tout va dépendre du contexte individuel. Je pense que ça c'est vraiment une notion fondamentale de comprendre cette notion d'énergie en fait. Après, on pourrait rentrer un petit peu plus, dans les détails par rapport aux macronutriments, donc les protéines, les glucides, les lipides. Je pense que c'est les priorités. Je pense que c'est les priorités. Et en termes pratiques, par rapport aux habitudes, de manière générale, dans une dynamique santé, entre guillemets, l'apport en protéines, l'apport en fibres, de par les végétaux, fruits, ça me semble être déjà très très bien. Après, il y a toujours des nuances, dans le sens, l'apport en protéines, quelles sont tes sources de protéines? C'est pas la même chose en termes d'effet sur certains marqueurs de santé si ça provient uniquement, admettons, de viande rouge par rapport à d'autres sources de protéines. Donc voilà, il y a toujours des nuances qu'on pourrait apporter. Mais de manière générale, je commencerai déjà par cette notion d'énergie. Ok, je reformule avec mes mots à moi. Euh, donc, la première chose à savoir si vous mangez correctement, c'est d'abord de regarder si vous consommez suffisamment de calories. Si je reprends l'image de la voiture tout à l'heure, est-ce que vous ne mettez pas trop d'essence dans la voiture ou pas trop peu par rapport à vos objectifs? Une fois qu'il y a ça, il y a les trois gros macronutriments, les protéines, les glucides et les lipides. Lipides, graisse, pour ceux qui connaissent pas ça. Tu as ramené une notion que j'utilise pas souvent. C'est vrai que 1 gramme de protéines, 1 gramme de glucides et 1 gramme de lipides n'ont pas la même valeur en termes de calories. Les lipides valent plus de calories, d'où le fait de, si tu consommes une noix, tu mangeras plus, enfin, tu auras ingurgité plus de calories que si tu mangeais le même poids de sucre. Donc, si on revient là-dessus, comprendre de combien de calories tu as besoin, manger suffisamment de macronutriments, donc de protéines, de glucides et de lipides, et ensuite individualiser pour voir justement comment tu réagis en fonction de ta journée, en fonction de tes objectifs. C'est ça? Ouais. Et tu vois, là, je rajouterais aussi, du coup, au fur et à mesure, j'ai d'autres pensées qui viennent que il y a vraiment l'aspect, donc, si on peut dire, externe, l'aspect un petit peu plus scientifique, voilà, par rapport aux chiffres, par rapport à l'aspect nutrition en tant que tel. Et ensuite, je pense que, et finalement, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit par rapport à l'individualisation, mais pas omettre l'aspect interne. L'aspect interne et justement apprendre dans une certaine mesure aussi à se faire confiance. Maintenant, il y a encore une fois beaucoup de nuances à apporter par rapport à ça, dans le sens où il y a certaines personnes qui auront euh, des conditions qui feront que ce sera pas possible ou pas autant possible que ce
que l'on pourrait vouloir dans un monde idéal, notamment de par des dérèglements hormonaux, de par voilà, un taux de masse grasse qui justement pourrait impliquer des problématiques hormonales, par exemple, trop faible entre guillemets ou trop élevé, de par différentes raisons qui font que en fait le simple fait d'écouter ta faim entre guillemets ne sera pas pertinent, ne sera pas adapté, tu vois. Donc il y a vraiment des nuances à apporter par rapport à ça, mais pour une personne qui aurait la possibilité techniquement d'apprendre à se faire confiance et d'apprendre à justement à ajuster justement ses prises alimentaires selon son appétit, selon ses envies, etc. Et mieux comprendre comment naviguer en fait ses choix alimentaires, apprendre à faire des choix alimentaires en connaissance de cause, consciemment et être en adéquation avec ses choix. Ça, voilà, d'un côté un petit peu plus changement d'habitude et santé de manière globale, c'est ce que je mettrais en avant. Et je rajouterais que pour tous ces réglages, apprendre à se faire confiance, faire les bons choix, c'est là où le plus pertinent est de se faire accompagner. Donc allez voir Mathilde pour travailler avec elle là-dessus, parce que on peut tout apprendre, il y a tout sur Internet, mais il y a tout. Donc il y a du bon, il y a du faux, il va falloir faire beaucoup d'expériences, attraper du bagage, se faire son avis. Donc la santé, en fait, faut pas blaguer avec. Donc si vous vous rendez compte que vous mangez pas bien, de toute façon je vous mettrai les moyens de contacter Mathilde dans la description. Moi je vous invite vraiment à pas perdre de temps et à avancer là-dessus. Il me vient un autre truc aussi. Je pense que je connais ton avis aussi, mais dans la nutrition, il y a beaucoup de personnes qui vont parler d'aliments interdits, de c'est bien, c'est pas bien. Euh, Moi, je mange des pizzas régulièrement, je sais que toi aussi. Donc, qu'est-ce que tu penses de ces personnes qui te disent c'est interdit de manger certaines choses? Mm. Alors, ça c'est un grand sujet. Je pense que il y a des personnes qui vont confondre un petit peu l'aspect euh, moral et l'aspect marqueur de santé, si on peut dire. Du moins, qui vont pas, en fait, qui vont fondamentalement souvent pas réellement comprendre pourquoi elles te disent que c'est bien ou que c'est pas bien, mais qui vont le dire parce qu'elles l'ont entendu, parce qu'elles l'ont lu, parce que euh, certaines croyances se sont développées pour une raison ou une autre. Et d'ailleurs, tu vois, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait de quand je demande, par exemple, à des personnes qui ont cette croyance, pourquoi elles pensent que les donuts c'est pas bien et que le brocoli c'est bien, bah parfois elles vont pas savoir quoi me répondre et chaque personne va me donner des aliments, tu vois, dans ces listes dans sa catégorisation finalement. Et en fait, je pense que le problème ne vient pas tant de dire que certains aliments pourraient avoir potentiellement certains effets sur certains marqueurs de santé. J'aime pas parler de santé de manière générale parce qu'en fait c'est sur certains marqueurs de santé. Tu vois, là par exemple la viande rouge pourrait avoir des effets positifs par rapport euh, à la rétention de ta masse maigre dans le sens où bah, un apport en protéines euh, relativement facile, peut-être pas forcément si riche en énergie si c'est de la viande maigre par exemple, mais il pourrait y avoir d'autres marqueurs de santé où ce serait pas foufou, par exemple au niveau, en certaines quantités, etc., au niveau des taux de lipides sanguins, cholestérol LDL. Et donc il y aurait certains risques associés. En fait, c'est un fait. Mais maintenant, bah, qu'est-ce que je fais de ce fait, en fait? Ça, c'est ce qu'on oublie parfois. Ça veut pas dire que parce que tu manges de la viande rouge, ça veut pas dire parce que tu manges un donut, ça veut pas dire parce que tu manges X ou Y que tu serais une mauvaise personne, que tu serais en mauvaise santé, que euh, c'est la fin du monde. En fait, ça veut tout simplement dire que bah il y a comme si tu fais une compétition de bodybuilding, comme si tu décides de faire voilà une pratique sportive relativement extrême, il y a certains risques associés. Maintenant, est-ce que j'accepte de prendre ce risque en connaissance de cause? Ben, bien sûr, on peut pas être au fait de tout, mais c'est pas la même chose que de se dire punaise, j'aurais pas dû, c'est pas bien, je suis une mauvaise personne. Et puis après, souvent, bah peut-être le foutu pour foutu, tu vois, qui pourrait en Hmm. découler et qui là, bah finalement, serait encore plus problématique mentalement, potentiellement, physiquement euh, que le fait de consommer un certain aliment, par exemple. En fait, il y a vraiment la différence entre disons, et la façon dont j'ai réagi. Donc voilà. Merci. Je comprends. Moi, c'est pareil.
je parlais de Pareto tout à l'heure, mais c'est un peu pareil. C'est ok, c'est quoi l'alimentation idéale que je suis capable de tenir? Et j'ai un petit peu de plaisir derrière, des trucs qui sont un peu moins bien. Mais c'est ce qui me fait tenir ma diète et qui fait que je kiffe mes journées aussi parce que moi j'aime manger, c'est important que je me fasse plaisir quand je mange. Totalement. On mange pas uniquement parce que il y a une certaine vertu d'un point de vue nutritionnel ou que sais-je à un aliment. C'est clair, c'est clair. Je pense qu'on approche tranquillement de la fin de l'enregistrement. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais eu envie d'aborder et que tu n'as pas encore fait? Écoute, je crois on a bien discuté, qu'on a fait le tour de pas mal d'éléments. Je suis sûre qu'on pourrait continuer, mais bah, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Ah, carrément, carrément, moi ce sera avec plaisir. Je suis ravi d'avoir échangé avec toi. Ceux qui nous écoutent, je serais ravi de savoir en commentaire si vous mangez bien. Expliquez-nous pourquoi vous mangez bien. Et puis j'aimerais aussi savoir ce que c'est votre pizza préférée parce que c'est vraiment mon péché mignon. Mathilde, si on veut travailler avec toi ou juste te suivre, ça se passe sur Instagram. Ouais. Mathy Coach. Très bien. Qu'est-ce que tu as envie de laisser comme message, comme mot de la fin à nos auditeurs? Bah écoutez, j'espère que l'épisode vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura fait réfléchir, surtout. Ça aussi, je pense totalement un petit peu le fond de nos missions, on va dire, à tous les deux. Le fait de faire réfléchir et vous aura apporté de la valeur, tout simplement. Mais c'est déjà beaucoup. Oh oui, il y a eu de la valeur, beaucoup de valeur. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup. J'espère que vous allez liker à mort et que vous allez nous donner envie de refaire un sujet. N'hésitez pas à venir creuser un peu. Il y a plein de choses qu'on n'a pas vues. On s'est concentré pas mal sur la nutrition finalement. Donc, on n'a pas parlé d'entraînement, on n'a pas parlé de tes nouveaux projets aussi à venir sur tes formations. Donc, il y a encore plein de choses passionnantes à aller creuser. Donc, écoute, Mathilde, je te remercie. À tout le monde, je vous dis ciao. On se retrouve bientôt sur un prochain épisode d'Optimum Life. Ciao. Bye. Merci à tous.